Bienvenue à tous dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Christelle Bobel. Christelle qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Christelle qui est thérapeute psychocorporelle avec une certaine spécialité. Elle va tout de suite nous en dire plus et se présenter. Bienvenue à toi, Christelle. Merci Anne-Claire et puis merci pour cette invitation qui me touche beaucoup pour pour tout ce qu'on peut avoir en commun aussi. Donc merci d'organiser toutes ces interviews que tu proposes au monde et à tout le monde pour faire connaître plein de choses et puis voilà. Donc pour me présenter effectivement. Donc, j'utilise cette dénomination qui est thérapeute psychocorporelle, histoire qu'on puisse mettre un petit peu des mots qui soient identifiables et qui puissent parler. Donc, ça veut dire que donc, du coup, je vais avoir une prise en charge auprès, donc plus particulièrement des femmes et de l'approche sur le corps. Pour se reconnecter à son corps quand on est dans une phase un petit peu, quand les femmes elles sont dans cette phase un peu de reconstruction, c'est-à-dire qu'à un moment donné de la vie, tu vois, à l'approche de la quarantaine ou un peu avant, un peu après, où voilà, il y a plein de choses, on a vécu plein de choses et puis on se remet un peu en question, alors à la fois au niveau personnel, à la fois au niveau professionnel, quand on a envie voilà, de donner un sens à sa vie, mais du coup, moi, je suis là pour accompagner ces femmes-là dans ces différents espaces. Et ma spécialisation, c'est aussi d'accompagner plus particulièrement des femmes qui ont subi des violences, donc que ce soit de l'inceste, du viol, des violences conjugales, jusqu'aux violences psychologiques, qui sont un peu toute l'échelle des violences. Alors justement, dans cette dynamique-là, tu as fait une magnifique création qui s'appelle Les mots du silence. Est-ce que tu as envie de nous partager qu'est-ce qui a été à l'initiative de cette série-là? Alors, les mots du silence, effectivement, ont été créés il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc, c'est toute une série de podcasts, donc de témoignages de femmes, mais aussi d'hommes qui ont subi des violences sexuelles pour la plupart. Et puis après, j'ai étendu au fur et à mesure sur toute cette échelle de violence et qui racontent un petit peu alors ce qui leur est arrivé, mais surtout, on va s'axer sur comment ces personnes-là se sont reconstruites. C'est quoi les différentes voies qu'ils ont empruntées, même si ça reste encore un peu fragile. Et puis, dans les mots du silence, il y a aussi plein d'intervenants qui soient des présidentes ou des présidents d'associations ou des thérapeutes, tout ce qui peut aider justement dans ce parcours de reconstruction. Tu veux que je te raconte un peu comment c'est né les mots du silence, c'est ça? Alors, c'est la graine en fait a commencé à germer quand je travaillais quand j'étais collaboratrice pour la revue Rêve de Femme, qui est une revue un peu confidentielle qu'on trouve beaucoup dans le milieu un peu féminin. Donc, c'est pas vendu en kiosque, c'est vraiment vendu dans les festivals du féminin, les choses comme ça. Donc, j'ai collaboré avec cette revue parce que j'étais très sensible à l'écriture, aux thématiques qui étaient proposées, qui permettaient vraiment c'était beaucoup d'écrits de femmes qui racontaient un petit peu leurs différents parcours de vie sur différentes thématiques. Et puis, à ce moment-là, je m'occupais du suivi des auteurs, c'est-à-dire de réceptionner les textes par rapport aux différentes thématiques, et puis éventuellement d'aller un peu à la pêche quand on avait besoin de plus d'auteurs. Et à un moment donné, il y a eu ce thème qui était abusée, violée, sensible et pleinement vivante. Et on avait très peu de textes. Et donc, du coup, j'ai pris en charge ce sujet-là. Je ne l'avais pas au départ, puis on a échangé avec ma collègue parce qu'elle se sentait moins à l'aise de pouvoir le traiter. Et parce que pour moi, c'était hors de question que ce sujet-là ne voit pas le jour.
Donc du coup, ben, voilà, j'ai activé mon réseau, je suis allée contacter des associations, des personnes que je savais que ça avait concerné pour aller récolter, recueillir des témoignages. Donc ça a été un peu le point de départ, c'était à l'été 2018. Donc ça avait déjà ouvert quelque chose d'assez fort à l'intérieur de moi. Et puis à l'automne 2018, il y a eu tout le mouvement de MeToo, avec toutes ces dénonciations. Et alors à la fois ça me parlait et à la fois je me sentais complètement étrangère parce que c'était très violent pour moi, tout ce qui se passait autour de ça. Même si c'était effectivement quelque chose de nécessaire, que ça puisse se dire que les femmes pouvaient subir ce genre de violence et que c'était finalement très courant jusqu'à l'industrie du cinéma, etc. Donc j'avais regardé un petit peu les choses en spectateur et voilà, mais d'assez loin. Et puis après, un an après, donc à l'automne 2019, il y a eu le mouvement Nous Toutes, où là je me suis vraiment beaucoup plus reconnue parce que c'était un mouvement citoyen, donc pas que des femmes. Alors quand on dit citoyen, c'est-à-dire que c'était pas uniquement des associations féminines, féministes, ça s'ouvrait à beaucoup plus large. Et ça, c'était important pour moi que ça reste pas dans cette colère qui avait été enclenchée par MeToo et je répète encore, qui était vraiment nécessaire parce que c'est ça qui a permis que ça émerge. Et la colère sert souvent à ça, justement. Donc pour moi, Nous Toutes, c'était quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus ouvert sur le monde. Et puis surtout, c'était dans une sorte d'espace de pacifié. Et quand ce mouvement a commencé à émerger sur Paris, et je me dis, mais non, c'est pas possible, moi j'habite à Lyon et je veux pas que je veux que ça soit partout en France et pourquoi pas à Lyon. Et voilà, donc j'ai vu qu'il y avait une antenne qui s'était ouverte à Lyon, donc j'ai contacté ces jeunes étudiantes qui avaient impulsé à Lyon. Et puis, bah, du coup, on a co-créé la marche Nous Toutes à Lyon, tout ensemble. Et ça a été vraiment quelque chose d'hyper fort pour moi, tu vois, quand ça me touche encore d'en parler. Ouais, c'était vraiment important pour moi de participer à ce que ce mouvement il puisse non seulement avoir lieu à Lyon, pas qu'à Paris, et voilà, pour toutes les raisons pour lesquelles ça me touchait aussi. Et puis voilà, quand l'organisation, quand la co-création a commencé à Lyon, je me suis dit, mais et toi, au niveau de toi, Christelle, au niveau individuel, c'est quoi la graine que tu sèmes? Parce que c'est bien aussi de te cacher derrière, de co-créer. Et pour moi, c'était aussi en partie se cacher, ce que j'avais vécu à travers Rêve de femme, c'est-à-dire prendre part à un mouvement pour permettre aux femmes, du coup, de reprendre leur pouvoir. Et je me suis dit, bah, ok, toi, c'est quoi ce que tu mets en terre? Et puis, du coup, j'ai créé ces mots du silence, effectivement, pour moi mettre ma graine personnelle dans ce mouvement-là. Je te remercie vraiment pour ce partage qui me touche beaucoup parce que voilà, comme tu le sais, je suis aussi à Lyon et je me souviens bien de ça. Et au-delà de voilà de la façon dont ça peut nous toucher personnellement, de l'importance effectivement de permettre à toutes ces femmes. Alors c'est vrai que voilà, on accompagne principalement les femmes, mais c'est bien, comme tu le disais aussi, de ne pas exclure les hommes parce que finalement les violences c'est quelque chose qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que voilà la violence que l'on peut percevoir à la télé de par les événements qui se passent en ce moment autour de nous. Qu'est-ce qui, toi, à un moment donné, justement, t'a permis d'avoir cet impulse, comme tu dis, de te dire qu'il y avait besoin de faire plus que de simplement être spectatrice active, si on peut dire ça comme ça, mais vraiment d'aller puiser au fond de toi ce qui avait pu te toucher dans ta propre histoire pour y donner du sens et faire en sorte que tout cela, tout ce que tu pouvais mettre en place de par tes tripes, j'allais te dire, de par vraiment ce qui est ancré en toi, puisse redonner cette puissance-là aux femmes qui en ont
tellement besoin de reprendre confiance en elles, tellement besoin de croire que c'est possible de se reconstruire, de vivre vraiment et de plus être dans la survie, de ne plus avoir peur, de plus avoir l'impression d'être marqué au fer rouge quelque part, où on peut avoir cette impression d'avoir une étiquette sur le front alors que pas du tout, mais pourtant nous on vit comme ça. D'être simplement elle-même avec de la vulnérabilité, mais pas de la faiblesse. Au contraire, se sentir tellement forte et tellement plus, j'allais dire, que simplement voilà, une femme qui vit, une femme avec toute sa richesse, avec toutes ses blessures qui font aujourd'hui qu'elle est comme un phénix, j'ai envie de dire, qui renaît, mais avec encore plus de punch, plus d'amour de soi, plus d'amour de la vie, et, et qui a à apporter justement ça aux autres pour permettre d'inspirer toutes ces femmes qui sont encore dans un cocon de souffrance, et je le comprends ô combien, pour l'avoir vécu, je sais ô combien c'est tellement difficile d'arriver à sortir de ça, d'arriver à oser faire confiance, d'arriver à oser prendre une main qu'on nous tend. Encore faut-il avoir cette main tendue que tellement de femmes n'ont pas eue. Voilà, comment toi tu as eu cette énergie, cette envie, ce truc certainement plus fort que toi qui à un moment t'a poussé et dire là maintenant il faut que je sois actrice, il faut que je fasse quelque chose pour que je puisse permettre à autant de femmes que possible de ne pas avoir à passer forcément par là où moi je suis passée. Alors, c'est un vaste sujet. Je crois que tous les témoignages que j'ai pu récolter, tu vois, de façon un peu boulimique, quand j'ai enregistré tous les podcasts des mots du silence, c'est ça qui a été mon déclencheur principal, même s'il y a eu plein de petites choses avant qui me mettaient de plus en plus sur la voie. Et en fait, entendre toutes ces personnes, ça m'a vraiment permis, c'est ce que je raconte en fait dans la genèse des mots, c'est que c'est comme si toutes ces personnes-là me tendaient le miroir que moi, j'avais pas su me tendre. Et qu'elles me permettaient de reprendre possession de mon histoire, parce qu'il y avait un petit bout de mon histoire dans chacune de ces personnes, même si on n'avait pas vécu la même chose et que nos histoires étaient complètement différentes les unes des autres. Mais ça m'a vraiment permis de me réapproprier, moi, mon vécu, et puis de me dire « Ah ok, mais là, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé ». Et c'est aussi pour ça que dans les mots du silence, on a co-créé avec Ioana Mikou, qui est une psychologue spécialisée dans les psychotraumas, on a créé des petites capsules qui permettent de comprendre tout ce qui se passe dans le corps quand on a vécu ce genre de violence. Alors, quand je dis violence, j'insiste aussi sur le fait que c'est pas uniquement les violences sexuelle ou physique, hein, parce que la violence finalement elle émerge, peut y avoir le plus petit niveau, c'est-à-dire avoir eu un parent assez dominateur et qui fait de relations avec un lien de relation toxique. La violence elle commence là, hein, jusqu'à avoir un spectre plus large. Et du coup, avec Ioana, justement, on a pris le temps d'expliquer tout ce qui se passe dans le corps quand on a vécu ce genre de traumatisme. Et on a tous vécu des traumatismes, un déménagement, la perte de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, jusqu'à des violences plus prononcées. Donc tout ça, déjà, ça m'a, moi, permis de me réapproprier mon histoire, de me dire, bah ok, en fait... il m'est pas juste arrivé un truc et je pouvais vraiment sincèrement en parler. Alors j'utilise toujours un peu cette image de dire que je pouvais en parler comme si j'étais allée acheter une baguette de pain, donc vraiment comme un fait très neutre. Et là, ça m'a permis de mesurer finalement toutes les conséquences que cet événement source avait eu dans ma vie. C'est-à-dire que, ok, finalement, c'est ça qui fait que je me suis construite autour de quelque chose qui était complètement dissociée dans mes relations affectives, dans ma relation à l'autre. Donc finalement, ma relation à l'autre, c'était dans
ma relation dans le couple, dans ma vie professionnelle, dans le lien que je pouvais avoir dans mes amitiés. Et finalement, ça avait teinté toutes les sphères de ma vie. Et je m'en étais pas rendu compte en fait jusqu'alors. C'est vraiment, ça a été vraiment le point de départ d'entendre les autres et de dire: «Ah ouais, mais toi aussi ça a fait ça dans ta vie». Donc du coup, dans toutes ces sphères-là, j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment venu, tu vois, s'insinuer vraiment de façon, un peu, perverse, sans que je m'en rende compte. Hem, voilà. Donc ça a été vraiment la première étape. Et puis à partir de là, tu vois, où j'ai remis un petit peu toutes les pièces au bon endroit, où finalement j'ai senti que je me réappropriais des bouts de mon histoire. À partir de là, en fait, j'ai commencé à regarder tout ce qui s'était passé en fait dans ma vie et tout ce par quoi j'étais passée pour me reconstruire. Et puis finalement, de petites choses en me disant, bah non, bah ça, c'était pas grand-chose. Je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. C'est tous ces événements-là, tout ce que j'ai réussi à moi, à m'accorder, qui fait que bah, j'ai réussi à me reconstruire. Et du coup, j'ai réussi, tu vois, aussi à décortiquer le processus par lequel je suis passée, et notamment par cette reconnexion à son corps, ce corps qui a tellement été dans la douleur et dans la souffrance, de venir réapaiser cet espace-là pour que me sentir pleine, entière et vivante. Et donc, et c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, je me définis comme une thérapeute psychocorporelle parce que va d'abord y avoir toute cette réappropriation du corps pour ensuite faire que la tête, elle aille mieux. Et j'ai aussi du coup donc thérapeute psychocorporelle, donc je suis formée à des approches vraiment spécifiquement corporelles. Je suis praticien shiatsu, je fais des soins aquatiques. Je viens aussi prendre soin avec les huiles essentielles. Et puis, j'ai été formée à la prise en charge des psychotraumas. Donc, ce qui fait que ça fait tu vois, un package assez complet pour venir rassurer le corps là où il a mis en place des mécanismes de protection. Jusqu'à faire que la tête, le cœur, l'âme, du coup, puissent aussi réintégrer tout ça. Ouais, je trouve ça chouette que tu partages ça parce que c'est vrai que peu importe voilà, le degré de violence que l'on a vécu, l'expérience par laquelle on est passé, on a des réflexes un peu en mode survie où on a tendance, dans ces cas-là, à tout couper et à s'enfermer dans une espèce de carapace que l'on fabrique la plus épaisse possible pour surtout ne plus être touché, ne plus ressentir. Mais ne plus ressentir, c'est-à-dire que même les bonnes choses, même la tendresse, même l'amour qu'on peut nous apporter, même la bienveillance, c'est juste pas possible dans tous les cas parce que tout est bloqué de peur que le moindre petite chose qui vienne nous approcher d'un peu plus près, un peu trop près, soit voilà, soit blessant, soit violent. Et c'est vrai qu'il y a une telle hypersensibilité qui se développe et un tel rapport au corps qui effectivement voilà, on a notre propre enveloppe et puis on construit des couches et des couches et des couches un peu comme un oignon pour se protéger. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, on peut en arriver à cette espèce de neutralité où c'est pas qu'on s'en fiche, c'est pas que, mais on est devenu comme un peu finalement insensible, anesthésié, parce qu'on a trop peur de revivre des choses similaires. Donc voilà, on a tendance à rejeter, même à rejeter son propre corps. Comme tu le disais, le rapport aux relations peut être compliqué. Et c'est intéressant de faire un travail, alors bien sûr selon voilà, comment chacune peut, comment chacune le sent, mais de faire un travail sur soi et de se faire accompagner dès que possible pour ne justement pas s'installer dans des schémas qui se reproduisent malgré nous, ou quand on est dans cet état d'esprit, dans cet enfermement, où ben, on a nos blessures qui, sans le voir, mais voilà, sont grandes ouvertes et saignent à n'en plus finir. Et voilà, les personnes qui peuvent être mal intentionnées voient ça leur saute aux yeux, ils le perçoivent
Et c'est vrai que toutes nos failles, malgré nous, laissent prise à l'emprise. Et ça peut être vraiment terrible quand on a déjà, voilà, quand on a déjà suffisamment souffert, quand on est déjà passé par des épreuves de vie assez compliquées, de s'ouvrir un petit peu en croyant que on va pouvoir être accueilli, aimé, être voilà dans un espace sécure, et puis en fait pas du tout. Donc c'est vraiment important de voilà d'arriver à être accompagné. C'est vrai que j'ai tendance à dire dans ces cas-là, qui mieux qu'une femme qui en plus est passée par là pour en accompagner une autre, même si tu disais que bien évidemment les histoires de chacune sont complètement différentes, mais d'avoir cet espace de paix et d'accueil où on peut vraiment se déposer en toute sécurité. Parce que finalement, tout cet accompagnement-là, au-delà de la reconstruction, c'est vraiment de recréer aussi sa sécurité intérieure, son amour propre qui a été complètement piétiné et réduit en général au ras des pâquerettes. Et c'est tellement important aussi l'aspect collectif, que c'est pas juste finalement des histoires de femmes parsemées un peu à droite. Ça fait partie encore aujourd'hui d'un inconscient collectif qui est lourd, qui est pesant et comme tu disais, qui est limite parfois banalisé. Donc c'est super qu'effectivement il y ait eu des mouvements très clinquants, mais comme tu dis, beaucoup dans la colère, alors que je pense que le temps est tellement au contraire à l'apaisement. Non, c'est pas normal. Non, ça devrait pas exister. C'est comme c'est, et c'est important d'arriver à transmuter, en tout cas c'est ma conviction profonde, d'arriver à transmuter cette colère, ne plus être en guerre contre le masculin par exemple, parce que comme tu disais, ça arrive aussi aux hommes, même si on en parle moins, et d'être vraiment dans cette réconciliation déjà de soi à soi, avant d'arriver voilà, à faire de nouveau un pas vers l'autre. Et effectivement, l'approche au corps, ne serait-ce que le fait d'arriver à se plaire soi, d'arriver à se toucher soi-même, parce que je sais que pour certaines femmes, il y a un moment donné où c'est même juste voilà, pas possible, où c'est comme si on s'habillait avec un hérisson constamment, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Comment toi, du coup, à travers tout ce que tu as appris, tout ce par quoi tu es passée en tant que formatrice, tu arrives aujourd'hui à accompagner ces femmes qui viennent à toi parce qu'elles ont besoin d'aide et elles voient en toi vraiment la bonne personne pour les accompagner et qui, en même temps, forcément, ont encore peut-être des a priori, des réticences ou sont en tout cas encore dans cette peur de l'autre, même, voilà, même avec toute la bienveillance du monde qu'elles peuvent trouver en face. Comment est-ce que j'arrive à les accompagner? C'est une grande question. Déjà parce que j'ai compris l'importance d'être accompagnée. Ça part vraiment de là. J'étais jamais, allée consulter de psy, j'avais jamais eu d'accompagnement spécifique et voilà parce que je le jugeais pas utile. Alors il y avait plein de trucs qui couaquaient dans ma vie, hein, c'était un peu un bazar. En même temps, je réussissais, j'avais eu une belle réussite professionnelle, mais d'un point de vue du couple, c'était un peu la cata, quoi, et puis de ma relation à l'autre aussi. Et en fait, j'avais pas compris l'importance de l'accompagnement jusqu'à ce que je crée les mots du silence. Et c'est vraiment moi, effectivement, avec cette rétrospective de par là où j'étais passée, que je me suis aperçue que ben, j'avais pas été accompagnée de façon un peu traditionnelle ou officielle par les voies d'aller voir un psychiatre, un psychologue, parce que c'était compliqué pour moi de me faire accompagner par des gens de ce type-là, parce que j'arrivais pas à parler. Alors, je pouvais raconter ce qui était arrivé, mais si tu veux, pour faire le lien entre tout ce bazar, bah, c'est comme si ma tête, elle captait pas. Donc, je pouvais pas choisir cette voie-là de prendre soin de moi par la voie des psychologues ou des psychiatres. J'avais essayé, puis en fait, à un moment donné, je m'emmerdais, je savais plus quoi dire, puis je trouvais que ça servait strictement à rien. Donc, et puis, bah, après que j'ai eu compris en fait tout ce qui s'était passé dans mon corps, bah, j'ai pu revenir à ce genre de thérapie. Donc c'est vraiment aussi en fonction de chaque vécu, il y a une thérapie qui va être adaptée et j'ai une amie qui l'explique vraiment très bien en fait, ce que
C'est pas parce que il y a une de tes copines qui est allée voir un psy qu'à toi ça va te convenir. Il faut vraiment trouver par rapport à ton propre fonctionnement ce qui va te correspondre comme thérapie. Elle a fait un truc génial par rapport à ça. Effectivement, je n'avais pas été accompagnée. En revanche, ce que j'avais fait depuis que j'étais arrivée à Lyon, donc ça remonte à peu près à 10 ans, j'avais beaucoup fait des cercles de femmes, alors, pas que en fait. J'avais vraiment créé, j'étais allée me ressourcer auprès des femmes. Donc, il y a eu d'abord les cercles de femmes et puis après, j'ai fait des week-ends de femmes, des années de femmes. Et en fait, je me suis entourée de femmes qui n'avaient pas forcément ces problématiques-là, hein, mais vraiment des femmes qui cherchaient du soutien auprès d'autres femmes parce que du coup, voilà, on se comprenait dans nos différents vécus. Et puis vraiment, c'était cet espace de sororité qui était vraiment dans la bienveillance. Et toutes ces années-là, en fait, elles ont été pour moi comme aller chercher de l'oxygène à l'extérieur quand à l'intérieur, c'était complètement saturé. Et effectivement, j'étais complètement dissociée de mon corps. Alors, tu sais, quand il se passe quelque chose dans notre vie, on a ce réflexe donc, du cerveau reptilien où il y a soit on attaque, soit on fuit, soit on se fige. Ben, nous, dans nos cas, on peut ni attaquer, ni fuir. Enfin, si, moi j'ai un peu utilisé la technique de la fuite dans ma vie en me disant bah non, ça sera mieux ailleurs. Et puis je me barre de tout ce bordel-là environnant. Donc la fuite, ça a été vraiment une de mes solutions, une de mes stratégies préférées. Et puis surtout, il y a cet espace où on est figé, où on est dissocié de son corps parce que le corps, il peut tellement plus réagir, en fait, qu'il se met dans un état de OK, je laisse passer la vague et je me mets plein de carapace, effectivement. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et on s'en met des couches et des couches et des couches jusqu'à ne plus rien ressentir. Donc, pour être protégé, que si il nous arrive encore un truc, voilà, on va savoir quoi faire, c'est-à-dire que OK, on bouge plus. Mais ça nous met aussi dans un état de non-réceptivité des choses qui peuvent être bien. Donc, des gens qui peuvent être qui peuvent nous donner de l'amour et plein de choses. Finalement, on s'en anesthésie aussi. Donc, toutes ces années de femmes que j'ai eues, moi, elles m'ont vraiment été, ça a vraiment été un espace ressource. Et quand tu parles de ce lien de la collectivité, ouais, moi, il a été vraiment très important pour moi. Et c'est aussi dans ce sens-là que j'ai créé les mots du silence, c'est pour qu'il y ait cet espace où on s'entraide les uns les autres, et notamment c'est un peu ces bulles de femmes plus spécifiquement. Voilà, donc ça a été, mon parcours a été celui-ci déjà de me reconnecter au corps. Et cette reconnexion, elle est venue par le shiatsu, qui est vraiment une approche du corps qui est très dans le respect et la pudeur. Tu vois, le shiatsu, en fait, c'est comme l'acupuncture, on va aller travailler sur les méridiens. Sauf on n'y va pas avec des aiguilles, on y va vraiment avec les doigts, la paume des mains et sur le corps habillé. Et donc, j'avais pas compris pourquoi j'avais choisi cette technique-là au début, mais tu vois, après, j'ai vraiment compris là, c'était que ça me mettait moi dans un espace de sécurité, mais qu'en même temps, j'arrivais à approcher le corps. Et puis après, jusqu'à aller comprendre effectivement plus à un niveau psychologique tout ce qui peut se passer à l'intérieur du corps. C'est intéressant que tu parles effectivement de cette approche au corps parce que la psychologie, enfin l'approche psychologique est nécessaire, je pense, effectivement, à un moment donné ou à un autre. Mais c'est vrai que parfois, on en est à un point où la mémoire switch. La mémoire peut switcher plein de choses parce que ça peut provoquer des chocs tellement violents, des traumas tellement trop, en fait, que notre mémoire peut être sélective et que le corps garde en mémoire. Mais par contre, bah, tu deviens incapable de relater des faits ou de parler de choses précises parce que voilà, ta mémoire, elle a mis ça dans un coin de ta tête où bah, c'est quelque part, mais en tout cas, ta conscience n'a pas envie de s'en souvenir pour ne pas que tu aies à vivre justement tous ces émotions et tout ce qui va avec. Et c'est intéressant de voir comme parfois on peut être porté justement par des approches dans l'immédiat, on ne sait pas trop le pourquoi du comment, mais que c'est quelque chose
qui est acceptable en tout cas pour nous à ce moment-là. Et je pense que c'est important de ne pas se juger en fait, de pas s'infliger cette espèce de double peine où bah, non seulement on a déjà subi certaines choses, mais où en plus on a son propre regard et sa propre mésestime de soi qui en rajoute une couche. Et justement dans ces parcours de femmes, j'aime beaucoup la notion de sororité, de partage et d'être voilà, juste ensemble en fait. Et de ne pas forcément avoir besoin de raconter quoi que ce soit si on n'a pas envie, mais juste être dans une dynamique, dans un échange, dans une présence parfois juste, qui suffit à bah, ne plus se sentir seul et à ne plus se sentir dans ce rôle de victime qui parfois peut être un petit peu malsain et dans lequel on peut vite s'enfermer si effectivement on n'arrive pas à faire le premier pas vers, bah, vers soi, vers sa vie justement. Et voilà, à ne pas rester, comme tu dis, dans ce statisme qui parfois peut être complètement paralysant, mais dans lequel finalement on s'enferme toute seule et où malgré soi on peut bah, nourrir son propre mal-être voilà, en étant figé sans trop savoir quoi faire ni où aller. Qu'est-ce que tu proposes justement aux femmes qui viennent vers toi pour réussir à faire ce premier pas vers bah, une renaissance? Alors, du coup, je m'inspire bah, effectivement beaucoup de ce que moi j'ai traversé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de me plonger complètement, et les mots du silence m'ont aidé à ça, de me plonger complètement dans ce marasme-là, pour vraiment aller comprendre de l'intérieur ce qui s'était passé. Donc, il y a un premier temps où on va aller accueillir ce qui s'est passé, on va aller mettre des mots, on va aller reconnaître ces espaces-là. Et c'est important, par contre, de ne pas y rester. Et c'est effectivement ce que tu dis, c'est de ne pas rester dans ce statut de victime dans lequel on a parfois très vite tendance à s'enfermer et à remettre la responsabilité, la faute sur l'autre. Dans la vie, dans les relations qu'on peut avoir, on est toujours deux. Et donc, il y a une part qui revient à l'autre, effectivement, par le mal qu'il a fait, mais il y a aussi notre part à nous. Et notre part à nous, c'est de se dire, OK, est-ce que je veux continuer à entretenir ce genre de relation? Est-ce que je veux que tout le temps répéter les mêmes choses dans ma vie? Ou est-ce que je fais le choix d'aller vers la lumière au lieu de m'enfoncer tout le temps dans mon tourbillon et d'aller dans mes ombres? Donc voilà, donc au départ, il y a vraiment aller accueillir ce qui s'est passé parce que c'est important de dire oui, bah, il y a eu ça, de remettre les bons mots. C'est comme on ne dit pas, tu vois, je reprends toujours les femmes quand elles disent bah, j'ai vécu de l'abus ou des attouchements. Non, on abuse de la glace, on abuse des choses bonnes et douces, mais on n'abuse pas d'un enfant. Donc, on dit vraiment, il y a eu agression sexuelle. On ne dit pas attouchement, parce que attouchement, c'est comme si on mettait, tu vois, une petite couche de douceur sur ce qui s'est passé. Donc, c'est agression sexuelle. Donc, on va dire, dans un premier temps, on va aller reconnaître ce qui s'est passé. Et puis après, tout doucement, une fois qu'elles se sont réappropriées leur histoire, je les emmène un peu plus vers le haut pour qu'elles aillent reprendre confiance en elles et vraiment aller identifier à l'intérieur d'elles tout ce qui va être important. Tu vois, c'est comme à un moment donné, on dit ok, bah, je veux plus de ce truc. Et ok, mais du coup, c'est quoi ce que tu veux? Et parfois, ça peut être difficile de se dire ok, j'ai envie de ça, et d'aller dans cette finesse-là, de savoir ce qui est important pour soi. Et c'est justement ce lien avec le corps, du coup, qui va être important, c'est que à partir du moment où on est venu rassurer le corps, qu'on a réussi à se remettre en lien avec lui, avec les émotions, à sentir
ok, là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis confrontée à telle et telle ou telle situation? Est-ce que ça serre ma gorge? Est-ce que ça serre mon ventre? Et qu'est-ce que ça vient dire? Donc tout ça, on va aller le travailler très finement pour que ces femmes-là, elles réapprennent justement à décrypter ce qui se passe dans leur corps parce qu'elles ont été dissociées et anesthésiées. C'est ce qu'on explique avec Johanna dans toutes ces capsules. Donc, comment elles reprennent conscience de ce qui se passe à l'intérieur pour que elles se réapproprient ce qu'elles sont elles véritablement. Parce que souvent, quand on a vécu ce genre de traumatisme, c'est comme si on n'y existait plus et que c'est l'autre, le dominant, celui qui a fait le mal, en fait, qui prend toute la place et on ne voit plus qu'à travers ça. Tu sais, un peu comme l'autorité d'un parent sur son enfant, même si j'aime pas le mot autorité, mais finalement, c'est ce qui s'est passé quand on a vécu ce genre de traumatisme dans l'enfance. On s'est retrouvé confronté à un adulte qui nous a dit de faire un truc, alors qu'on savait à l'intérieur de nous que c'était pas le bon truc à faire, mais on se soumettait à cette autorité-là. Et finalement, on reproduit ce mécanisme-là dans notre vie d'adulte, c'est-à-dire de laisser la place à l'autre en s'oubliant nous complètement. Donc, du coup, je les amène vraiment à ressentir ce qui va être important pour elles. Ok, au niveau personnel, au niveau de leur profession, on refait le point sur tout ça. Et c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est quoi tes rêves, c'est quoi ce qui te fait vibrer. Et tu vois, et c'est quand on a commencé ce travail-là d'aller reconnecter le corps que petit à petit, elles arrivent à s'ouvrir et à ressentir cette petite étincelle à l'intérieur d'elle. Et c'est comme si on venait souffler comme sur les braises d'une cheminée, tu vois, quand le feu commence à se allumer, et tout doucement, avec beaucoup de patience, qu'on va faire que ce feu-là, il prenne vie. Et donc, c'est vraiment comme un travail de longue haleine que je tisse avec chacune de ces femmes. C'est comme un espèce de costume sur mesure parce que voilà, on n'a pas tous la même histoire. Il nous est pas voilà, on est vraiment complètement différentes. Et c'est comment on va venir prendre soin de tout ça, de toutes ces petites micro-failles et comment on redestine son costume de scène pour entrer dans la vie pleinement avec ce qu'on est, ce qui fait notre unicité. Voilà, donc ça c'est un peu les grandes lignes, même si ça prend plus de temps, tu vois, en fonction... Voilà, c'est vraiment comment on les ramène vers la lumière. Quand tu dis ça, moi j'avais l'image du lotus, tu sais, qui est tout fermé et qui petit à petit déploie ses pétales. Je voulais revenir sur plusieurs choses que tu as dit parce que ça me semble hyper important au niveau de la responsabilité. La responsabilité, c'est l'habilité à répondre de ce qui s'est passé justement dans sa vie et de ce que l'on veut maintenant sur soi. Et comme tu disais, il y a les parts d'ombre et je pense que fondamentalement, tous ces vécus et de façon générale, tout ce qui nous arrive de pas super dans la vie, ça nous renvoie justement à nos propres parts d'ombre et en miroir, en fait, à ce qu'il faut qu'on aille regarder chez nous parce que l'ombre existe, parce que la lumière existe aussi et que voilà, l'un et l'autre sont là et que c'est important aussi d'aller voir ses propres parts d'ombre-là, sa propre colère et d'arriver à accueillir aussi toutes ces choses-là que on n'a pas forcément envie d'aller voir, mais qui ont fait que à un moment donné, s'est passé ce qui s'est passé. Et puis, au niveau de la colère, je voulais aussi partager le fait que c'est important de ne pas la nourrir, dans le sens où moi, pendant très longtemps, pour voilà, illustrer mes propos avec mon expérience personnelle, j'ai été dans la colère, je pense qu'on peut même dire la haine, on peut pousser jusque-là, d'être dans l'attente que la roue tourne. Parce que pour moi, c'était juste pas possible que voilà, des personnes m'aient fait tellement de mal et d'avoir l'impression, alors même si c'est sous un filtre un peu illusoire, que j'appelle un peu le syndrome de la page Ikea, mais de voir, en tout cas, de percevoir de prime abord que pour ces personnes-là, mais tout allait bien. Tout allait bien, elles avaient une vie, voilà, page Ikea, que elles avaient l'air d'être bien dans leur basket, etc. Alors que moi, je souffrais tellement et j'avais voilà tellement de difficultés à sortir la tête de l'eau.
que je nourrissais vraiment cette attente que la roue tourne et qu'à un moment donné ou à un autre, elle se ramasse dans la figure tout le mal qu'elle m'avait fait. Et en fait, c'est toxique, on s'empoisonne de faire ça. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Mais c'est hyper toxique de faire ça parce qu'en fait, toute l'énergie qu'on envoie aux autres, à qui que ce soit d'ailleurs, eh ben, elle nous revient. Et en fait, toute l'énergie qu'on leur apporte, eh ben, on leur permet, eux, de continuer justement sur leur propre chemin parce que cette énergie-là, ça les porte, ça les transporte pour que eux puissent aller plus loin. Alors que nous, eh ben, on recule pas, mais on n'avance pas non plus. On est plutôt en mode vertical, en train de se creuser son trou dans lequel on mouille. Donc, vraiment d'avoir cette conscience-là et de se dire que, ben, voilà, nous, on est là pour s'occuper de soi. La vie se chargera de faire ce qu'elle a à faire, mais en tout cas de ne pas être dans cette attente que la roue tourne et de, comme tu dis, se concentrer sur soi. Ne pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on ne veut plus, parce que ça c'est pareil, c'est hyper toxique. Mais de se concentrer sur ce qu'on veut pour soi, sur ce qu'on veut dans sa vie, sur ce qui nous fait, voilà, sur ce qui nous anime, sur vers quoi on a envie de tendre. Euh, on a parfois plus tendance à se dire, quand on ne sait pas ce qu'on veut, bon, bah alors on va déjà noter tout ce qu'on veut pas, on va procéder par élimination. Mais du coup, c'est pas, voilà, bon, ça peut être une première étape, mais du coup, c'est pas terrible après d'arriver à, voilà, de faire le focus vraiment plutôt sur les aspects positifs et d'avoir vraiment de tracer avec l'aide d'un thérapeute ou d'un accompagnant, peu importe finalement le titre de la personne, d'arriver à tracer cette ligne directrice qui est vraiment là pour nous tirer vers le haut, nous aspirer davantage vers beaucoup plus de lumière, d'amour et de paix déjà pour soi, plutôt que voilà, de nourrir quelque chose où bien sûr que c'est entendable d'être en colère, bien sûr que c'est entendable voilà, qu'il y a des choses qui sont juste pas acceptables, mais de pas nourrir ça parce qu'encore une fois, sinon on s'inflige à soi-même une double peine sans s'en rendre compte. Et du coup, voilà, ça nous aide pas à s'en sortir. Qu'est-ce que tu voudrais partager, toi, aujourd'hui, justement, aux femmes qui ont vécu, vivent, enfin voilà, peu importe, qui à un moment donné ont été confrontées à de la violence, quelle qu'elle soit, que ça soit enfant, que ça soit plus grand, que ça soit, je pense que voilà, il n'y a pas d'âge pour être confronté à de la violence, quelle qu'elle soit, et parfois, comme tu dis, il faut quand même appeler un chat un chat. Il n'y a pas, par exemple, à parler mal à une personne ou à se faire, voilà, ne pas être respecté, quel que soit le degré d'irrespect. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour qu'elles osent dire non, pour qu'elles osent se positionner? Je ne sais plus qui c'est qui disait que non est une phrase complète et que c'est pas juste une interprétation. Qu'elles arrivent à reprendre possession d'elles-mêmes pour arriver à poser des limites sans pour autant s'enfermer à l'intérieur. Et qu'elles arrivent à, j'allais dire, à être réhabitées par le souffle de vie, que c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de super moche à un moment donné que c'est une fatalité. Et que, au contraire, ça ouvre à tout un champ d'autres possibles et que elles peuvent aussi finalement, voilà, selon leurs inspirations, etc., mais transformer ça pour être un soutien ou une inspiration pour les autres et que ce que l'on vit, ça n'a finalement pas vocation à être juste une expérience isolée qu'on planque sous le tapis, mais au contraire à être transformé, à être, j'allais dire même alchimisé, pour que ça puisse en devenir quelque chose de tellement mieux que ça. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour que surtout elles ne restent pas toutes seules dans voilà dans cette souffrance, dans cette cristallisation de la souffrance, même si c'est pas facile et que ben voilà, tu sais ce que c'est quelque chose avec lequel on vit, mais c'est pas quelque chose qui nous emprisonne et à travers ce que toi tu proposes, enfin voilà, il y a des solutions, il y a des possibilités et que c'est pas c'est pas un cadeau qu'on se fait en tout cas d'être
de rester dans voilà, cet aspect figé et souffrant. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire, c'est que euh, c'est OK d'être, de traverser des phases de colère, hein, parce que c'est aussi la colère qui nous permet de nous rendre compte de ce qui n'est pas juste pour nous. Et que la colère, au lieu de la prendre sur son versant négatif, en fait, elle a vraiment quelque chose de très positif. C'est-à-dire que c'est comme un putain de truc qui va faire qu'on va se relever. Et comment on suit cette impulsion de la colère et comment on la transforme sans se dire ah mais j'en ai marre d'être tout le temps en colère et je comprends pas. C'est normal, la colère en fait c'est juste une réaction primaire qui est cette phase d'attaque, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est comment on fait pour aller encore plus loin. Donc c'est déjà reconnaître que c'est OK d'être en colère et puis d'aller travailler sur ça, de voir ce qui se cache derrière. Et après, c'est vraiment important pour moi dans ce message que je transmets aux femmes que j'accompagne, c'est d'aller voir pourquoi on a vécu ça. Alors même si aller comprendre, aller se torturer sur des pourquoi, c'est pas forcément la chose à faire, mais c'est aller comprendre finalement plus finement qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça dans la vie? C'est quoi les comportements que j'ai adaptés qui ont permis que je puisse vivre telle ou telle chose? Même si dire ben non, j'étais enfant en fait quand ça s'est passé la première fois et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je pouvais vraiment strictement rien faire, j'avais qu'à subir. C'est ok, mais c'est quoi ce qui a été mis en place dans ta famille pour qu'à un moment donné, tu en arrives à ce genre de choses? Et donc, c'est vraiment déjà comment on va reprendre possession de son histoire et c'est à un moment donné aller voir qu'est-ce que cette violence-là, elle est venue étouffer. Et moi, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que cette violence-là, euh, elle était venue étouffer toute ma douceur et toute mon hypersensibilité. Même si hypersensibilité, pour moi, c'est un peu un mot galvaudé parce que finalement, on est tous hypersensibles. Euh, et que là, particulièrement, en fait, il y a eu un espace de sensibilité qui a été écrasé. Et c'est comment on ose réouvrir cette petite boîte très doucement et comment on ose la montrer au monde. Et c'est comment on se réapproprie cette douceur, cette vulnérabilité pour en faire une force. Et que c'est OK d'un moment donné de passer par de la colère, mais finalement cette colère, quand on s'y enferme, ce n'est que nourrir la violence par de la violence. Et c'est comment on arrive à être beaucoup plus intelligent que ça et à se dire OK, ben moi en fait, ce que je suis, c'est de la douceur, c'est de la sensibilité, c'est de la vulnérabilité. Et ça, personne n'a le droit de me l'enlever. Et c'est comment je remets tout ça à l'intérieur de moi pour me rendre encore plus fort. Et que aussi, c'est regarder l'autre dans ce qu'il a vécu. Alors, c'est passer par tous ces espaces difficiles du pardon. Et OK, il y a ça que tu m'as fait. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là? Parce que l'autre, finalement, lui aussi, est dans un espace dissocié. C'est qu'à un moment donné, il ne se rend plus compte du mal qu'il peut faire. Donc, c'est aussi aller voir dans la vie de l'autre, qu'est-ce qui fait qu'il l'a amené là et que finalement, tous les deux, on est des espèces d'estropiés de la vie où il y a eu ces traumatismes et cette dissociation. Et ça ne veut pas dire que on renie ce qui s'est passé, qu'on pardonne à l'autre et que finalement, il peut continuer à foutre son bordel partout. C'est aussi reconnaître que l'autre, en fait, a cet espace de dissociation et comment cet autre peut le prendre en charge sans que ça soit notre responsabilité. Voilà, donc c'est aussi comprendre en fait que c'est pas juste nous et notre petit truc, c'est que c'est bien plus vaste que ça. Et que finalement, on a tous des espaces dissociés à l'intérieur de nous parce qu'on a tous vécu des choses difficiles, quel que soit le degré de ce qu'on a pu vivre. Voilà, donc le mot de la fin, c'est vraiment
revenir à ce qu'on est, nous, profondément à l'intérieur, c'est-à-dire tout cet espace de douceur, toute cette sensibilité et cette, ouais, cette vulnérabilité qu'on cache parfois par des comportements un peu touchous ou voilà, on s'en met de plus en plus parce que comme on est tellement dissocié, finalement, il nous en faut encore toujours plus pour aller sécréter de l'adrénaline à l'intérieur de nous. Donc, on ne s'aperçoit pas que des fois, mais moi, j'ai pu me mettre dans des situations hyper délicates comme ça. Et finalement, quand j'y repense, je me dis, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? C'est n'importe quoi. Je me suis complètement éloignée de moi et j'ai fait des trucs avec lesquels j'étais pas d'accord. J'ai mis mon corps dans des situations complètement invraisemblables et c'est ok. C'est complètement ok que je me sois mis dans des situations, des états comme ça, mais parce que je me rendais plus compte de ce que mon corps pouvait supporter. Donc finalement, j'allais vivre des trucs complètement qui étaient parfois dans des extrêmes. Et c'est maintenant comment je reviens aussi dans ma sensibilité à moi, en apprenant vraiment au jour le jour à comprendre ce qui est important pour moi. Et ça, je le vis encore maintenant tout le temps, en fait, parce que je suis tout le temps en train d'être dans ces deux espaces en disant, OK, là, je vis ça, mais à l'intérieur de moi, il y a, OK, il faut que je fasse super gaffe parce que c'est en train d'écraser, moi, ma douceur. Et comment j'arrive à être dans la vie avec ma douceur, sans être dans de la colère, sans être dans de l'agressivité, parce que plus je vais être dans ma douceur et plus je vais être dans ma force. Et plus ça va me permettre effectivement de me positionner à un moment donné, de pouvoir dire non. Parce que j'aurais entendu tous ces espaces à l'intérieur de moi qui sont en train de crier, mais que moi, je ne fais qu'étouffer. Donc, c'est vraiment comment je réapprends en fait à redialoguer avec mon corps et avec toutes ces parties de moi aussi, toutes ces parties qui ont peur, toutes ces parties qui ont envie de tout écraser, toutes ces parties qui sont plus vulnérables. Et voilà, c'est comment on est en négociation permanente à l'intérieur de soi, mais surtout beaucoup à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Oui, puis comme on arrive à pas se sentir en danger, du coup aussi. Et Exactement. je voulais rebondir sur le pardon. C'est une notion avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal pendant très très longtemps. En fait, le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Et ça n'excuse pas, il n'y a pas d'excuse à donner, mais c'est pour soi en fait, pour se libérer et pour faire en sorte que nos blessures ne nous résument pas et ne nous dirigent pas. Qu'on soit pas, voilà, dans encore cette notion de victime où finalement on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas fondamentalement nous, mais voilà, qui est souffrant. Donc, faire un travail du pardon, c'est pas, voilà, simplement faire de l'hoponopono pendant des heures et des heures. C'est vraiment réussir à apaiser quelque chose et, comme tu dis, à prendre sa responsabilité et à redonner la sienne à l'autre. On peut effectivement comprendre, il y a des choses effectivement dans l'histoire de l'autre qui peuvent expliquer certaines choses, mais voilà, l'explication et le pardon ne sont pas des excuses, c'est vraiment travailler sur sa propre libération à soi, reprendre ce qui nous appartient pour pouvoir poursuivre notre propre chemin selon vraiment ce qui nous convient, nous, fondamentalement. Ouais, et puis juste une dernière chose aussi, c'est que pardonner, c'est aussi se faire un beau cadeau à soi-même parce que à un moment donné, on choisit que l'autre n'ait plus pouvoir sur nous. Parce que finalement, en ne pardonnant pas, en étant tout le temps dans ce truc, mais tu m'as fait tout ce mal, et cetera, ben, c'est effectivement, on met toute la responsabilité sur l'autre. Et effectivement, on peut comprendre ce qui a pu amener l'autre à un moment donné d'agir comme ça, mais c'est aussi de se dire, ben voilà, ok, je comprends, mais maintenant, moi, je fais le choix Mm. de me pardonner parce que je me libère de ce poids-là et je choisis de me tourner vers quelque chose qui va me nourrir plutôt que ça soit quelque chose qui me détruise. Donc c'est en pardonnant en fait qu'on choisit de nourrir la vie et de non pas de nourrir la mort. C'est un vrai choix à faire et mais qui est tellement compliqué. Ça, oui, je sais bien que c'est compliqué. D'où l'importance de se faire accompagner
voilà, Ouais. par quelqu'un, on ressentira que bah, ça nous fait du bien et c'est OK pour soi. Comment on fait du coup, Christelle, si on a envie de te retrouver pour te découvrir ou bah, pour aller voir comment tu peux justement nous accompagner sur le passage que l'on est en train de traverser à ce niveau-là? Alors j'ai un site internet qui permet de voir un petit peu, voilà, qui résume un peu qui je suis, puis les différents accompagnements. Il y a ma page, Facebook des mots du silence et puis après il y avait d'ici le début de l'année, je suis en train de retravailler aussi tout ça sur ma communication. Donc, il va y avoir beaucoup plus de possibilités de pouvoir travailler avec moi. Pour l'instant, je m'étais dit, OK, je fais que ça, mais bon, là, je me décide à ouvrir un petit peu plus grand parce que il y a aussi, il y a besoin que les femmes là, elles ont besoin, et notamment avec ce qu'on vit actuellement, qui est aussi très traumatique, tu vois, toute cette année 2020 qu'on a vécue avec le confinement, avec toutes ces peurs là qu'on nous met dessus, ça vient réactiver beaucoup de parts de nous à l'intérieur qui ont peur. Et donc, si moi j'ouvre pas plus, en fait, c'est comme si en fait on avait mis une graine à l'intérieur de moi et que je la faisais pas fleurir. Donc, c'est bon. Maintenant j'ai compris et c'est OK pour moi d'ouvrir un peu plus. Super. Bah, écoute, je ne manquerai pas de mettre tous ces liens-là en dessous de la vidéo pour que voilà, on puisse venir à toi plus facilement. Je te remercie infiniment, vraiment du fond du cœur, d'avoir osé parler de toi et de ce que tu fais, euh, d'oser simplement mettre en lumière tout ce qui peut faire partie de nos vies à chacune, d'oser en parler, d'oser poser des mots justement sur tellement de silence que l'on garde en soi, tellement de choses qu'on n'ose pas dire, tellement de choses on cristallise, tellement de choses qui peuvent être banalisées, alors que bah voilà, on est quand même en 2020 et il y a quand même encore tellement de choses qui sont juste pas acceptables et qu'on ne sait pas vers qui se tourner forcément pour arriver à sortir de là, reprendre son pouvoir, se réapproprier sa vie. Et puis au-delà de soi, si jamais voilà, un certain nombre de femmes sont déjà mamans, euh, qu'est-ce que l'on montre aussi à nos enfants? Quelle image de la femme on donne à nos petits garçons? Quelle construction on permet de faire à nos filles? Comment on leur permet bah, déjà à eux d'arriver à construire leurs propres limites, d'arriver à s'aimer et se respecter suffisamment pour l'être également en retour, qu'il n'y a pas de domination à avoir, que voilà, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on a du pouvoir sur les enfants, que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit avoir peur des hommes, c'est pas parce que voilà, ça marche, j'allais dire tout marche finalement dans tous les sens, mais c'est de se dire que c'est important d'arriver à s'apaiser soi. C'est important d'arriver à se reconnecter fondamentalement à soi pour ne pas, à son tour, être générateur de violence quand voilà, la colère déborde et qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à gérer. Donc, Mmh. merci de faire ce que tu fais. Je trouve ça vraiment super, mais c'est même au-delà des mots, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je te dis ça. Moi, j'aurais vraiment aimé rencontrer quelqu'un comme toi il y a quelques années, parce qu'il est clair que quand on fait ce chemin-là tout seul, un peu comme on peut, un peu sur une patte, un peu en s'accrochant à ce qu'on arrive à trouver sur le chemin, et ben, c'est pas facile et c'est beaucoup plus long. Donc, n'hésitez pas vraiment si vous vous retrouvez dans les partages qu'a pu vous faire Christelle, à oser, à vous dire à vous-même que voilà, maintenant c'est stop. Maintenant, je refuse de continuer à souffrir. Je refuse d'être dans cette idée de mort, en tout cas dans quelque chose bah, qui n'est pas en vie, à se couper justement de ses propres envies. Je décide que mes blessures appartiennent au passé, que je laisse derrière moi. Bien sûr, j'ai besoin de comprendre, mais j'ai besoin de ne plus laisser prise à l'emprise pour moi, trouver ma propre voie, me réaliser moi, montrer à mes enfants aussi le chemin et ne plus être voilà, dans la souffrance. C'est vraiment un choix. Je pense que ça part vraiment de là. Peut-être que certaines personnes ont besoin d'arriver à un stade de ras-le-bol assez élevé avant d'arriver à franchir ce pas. Ça, c'est vraiment
voilà, le fonctionnement de chacun. Il n'y a vraiment aucun jugement, comme tu dis. Tout est OK. Il y a des fois, c'est juste simplement la conjonction de la bonne personne au bon moment qui va faire que on va se sentir capable d'engranger ce mouvement-là. Mais en tout cas, voilà, ayez conscience que c'est vraiment pour vous et qu'il y a beaucoup de belles personnes que vous pouvez rencontrer sur votre chemin et qui sont là réellement pour vous aider. Donc, merci vraiment à toi, Christelle, du fond du cœur, d'avoir accepté ça. J'espère que il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui sauront vers qui aller maintenant. J'espère que tu as inspiré des femmes aussi à, à en inspirer d'autres, à être, voilà, à rayonner vraiment d'elles-mêmes pour que tout ça ne soit pas finalement une expérience, j'allais dire en l'air, en tout cas qu'une expérience pour faire souffrir, mais que ce soit aussi une expérience pour guérir et une expérience pour transformer, pour insuffler autre chose. Et je vais finir sur une citation d'Isabelle Padovani qui disait « Inspirez même ce qui ne vous inspire pas ». Et j'avais trouvé ça génial quand elle a dit ça, de dire, voilà, tout ce que vous trouvez moche, tout ce que vous trouvez pas normal, d'arriver à embrasser ça et à le transformer en quelque chose qui vous conviendra mieux, le transformer en lumière. Et voilà, d'arriver à transmuter un petit peu tout ce qui dans la vie peut être contraignant, lourd. Et voilà, si chacun fait ça et si les femmes arrivent à insuffler ça de par qui elles sont et de par la puissance qu'elles ont en elles et qui souvent est méconnue, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Merci infiniment à toi, Christelle, et je serai très heureuse de te retrouver une prochaine fois et en tout cas de suivre avec grande attention tout ce que tu mets en place. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt pour une nouvelle interview.